Reportage présente le brise-glace d'Iberville. Le travail d'un brise-glace dans les eaux du Saint-Laurent, en amont de Trois-Rivières et de Sorel, commence en décembre, sitôt la formation des glaces, et continue sans relâche jusqu'en fin mars, au moment des débâcles. L'œil observateur du brise-glace d'Iberville est l'hélicoptère. Il y en a deux à bord. Leur tâche est non seulement d'indiquer au commandant l'état des glaces en avant du bateau, mais aussi la situation qui se développe après le passage du d'Iberville. En cours de route, allons reprendre la tâche qui l'attend, d'Iberville, négligemment, avec une paresse légitime, dédaigne de prendre de front l'épaisseur de glace le long du chenal déblayé les jours précédents. Parce qu'ici le travail des hommes s'attache à détruire le travail de la nature, le cerveau humain, par une sorte de raffinement sadique, utilise les forces vives de la nature pour les retourner contre elle. Frôlant les arêtes rugueuses, témoins de son labeur de la veille, d'Iberville lance sous la croûte rebelle le puissant volume d'eau que déplacent ses flancs rigides et la brise comme faïence sur son passage. Parce qu'il déplace plus de 9000 tonnes, on se rend compte de la force irrésistible qu'exerce ce refoulement sous la croûte de glace. Si épaisse soit-elle, elle ne saurait résister à cette poussée titanesque. Aussi bien, la vague de déplacement arrache-t-elle d'énormes galettes sur son passage. Dans son sillage, où plus de 9000 tonnes, tout à l'heure refoulées, reviennent en trombes bouillonnantes, il se crée un vide du tonnerre, et les fragments détachés des bords sont aspirés dans le sillage, bousculés sans façon par les remous des hélices, et puis ensuite, tranquillement, comme à regret, un peu penaud d'avoir été aussi facilement vaincus et soumis, ils glissent sans bruit sur cette autre forme d'eux-mêmes qui a résisté à l'appel de l'hiver, l'eau du courant qui les amène vers leur ultime destinée. Mais pourquoi tout ce travail? C'est la question que Jacques Fauteux a posée à M. Guy Choquette, ingénieur professionnel au service du ministère des Transports. Du ministère dont vous avez parlé. Oui. Maintenant, M. Choquet, à quoi remonte le besoin de brise-glace dans le Saint-Laurent? Dans le Saint-Laurent, je pourrais peut-être vous parler un peu de l'historique des opérations de brise-glace. En amont de Québec, ça remonte à 1908, alors qu'on a tenté de briser l'embâcle qui se formait toutes les années au Cap-Rouge, qui se trouve l'emplacement du pont de Québec actuel, ou sinon à le briser, à l'empêcher de se former. De cette façon, on espérait pouvoir ouvrir le Saint-Laurent plus tôt et empêcher les inondations en amont, c'est-à-dire entre Québec, entre Montréal et Trois-Rivières. Est-ce qu'il y avait de la navigation entre Québec et Lévis, par exemple? Est-ce que les bateaux circulaient à ce moment-là? Il y avait des brise-glaces, oui, qui opéraient, qui reliaient les deux rives. Et il y avait aussi un peu de navigation d'hiver. Évidemment, ils ont protesté contre cette expérience qui leur amenait des gros blocs de glace qui flottaient d'en haut, qui leur nuisaient un peu dans les opérations. On a réussi avec les degrés et le Montcalm, c'est-à-dire l'ancien Montcalm, on en a un plus nouveau. Les deux brise-glaces. Les deux brise-glaces qui ont commencé. Ouais. On a réussi à briser l'embarque ou à empêcher qu'il se forme. Et surtout avec l'arrivée du nouveau brise-glace plus puissant, le Mikula, en 1923. À ce moment-là, les brise-glaces étaient là pour empêcher les inondations, mais seulement à Québec, aussi Montréal, Trois-Rivières profitaient également, ou si on n'y pensait même pas en 1928. C'était pour empêcher l'inondation de Trois-Rivières à Montréal. Ça permettait de remonter plus vite vers la fin de la saison, avant la débâcle du printemps. Mais les brise-glaces n'étaient pas tellement puissants à ce moment-là. Cependant, à l'année 1928, une année où on a eu des inondations records dans le port de Montréal, ici, on a décidé de construire de nouveaux brise-glaces et s'est fixé comme objectif d'ouvrir le chenal en amont de Trois-Rivières et jusqu'à Montréal avant la débâcle du printemps qui se produisait vers la fin de mars, début d'avril. Vous parlez d'inondation, est-ce que c'était vraiment imposante, importante? L'eau pouvait monter de combien de pieds du niveau normal? L'eau pouvait monter de 25, 28, 30 pieds.
Et surtout à ce moment-là où on n'avait pas les travaux de protection que nous connaissons aujourd'hui depuis déjà plusieurs années, ça causait des dégâts considérables et même on a rapporté des pertes de vie dans le temps. À ce moment-là. Ah oui. Alors donc, on a décidé d'arrêter, de briser la glace pour empêcher les inondations jusqu'à Montréal ou un peu plus... Jusqu'à Montréal. On a raisonné que si les brise-glaces partaient, d'abord il fallait que ce soit ouvert entre Trois-Rivières et Québec. Et si les brise-glaces partaient de Trois-Rivières au début de février, ils pourraient avoir le temps de remonter à Montréal, d'ouvrir un chenal avant que la débâcle du printemps se produise. À ce moment-là, le chenal dans le port de Montréal serait libre de glace et la débâcle pourrait... La glace relâchée par la débâcle pourrait s'écouler plus facilement. Ça a été le premier objectif et qu'on a atteint d'ailleurs depuis presque toutes les années, et même si on l'a atteint de justesse dans certaines années. Mais il fait demeure que voilà très peu de temps qu'on voit des brise-glaces sur le Saint-Laurent en hiver, près de Montréal. Près de Montréal, c'est-à-dire que les brise-glaces remontent un peu plus à bonne heure maintenant, surtout depuis 1953, pardon, avec l'acquisition du puissant d'Iberville. On a essayé à ce moment-là, en plus de garder l'objectif de monter à Montréal avant la débâcle du printemps, on a essayé de prévenir, d'empêcher ou de réduire les inondations éclairs qui se produisent dans le port ici, dans le mois de janvier ou février. Je dois dire qu'on a eu un résultat plutôt relatif à date. Mais vous dépendez quand même exclusivement de la température. Il peut faire beau ou mauvais, vous ne verriez l'hiver. C'est le plus gros facteur. Ici, entre Trois-Rivières et Montréal, il y a deux grands problèmes. D'abord, il y a le problème du lac Saint-Pierre, où le courant est très peu prononcé et où la glace ne passera pas si le vent est contraire. Si vous avez un vent, par exemple, de la direction nord-est ou à l'est, le vent va être assez fort pour retenir les glaces. Alors, c'est le courant contre le vent et j'imagine qu'il y a un mur de glace qui se forme. Il y a un embarque qui se forme là, et à ce moment-là, c'est inutile de continuer à envoyer de la glace d'en haut. Ça va simplement embourber une situation déjà pas trop brillante. Ça, c'est le premier problème. Ça explique aussi pourquoi lorsque nous sommes rendus à Montréal avec les brise-glaces, à un moment donné, nous sommes obligés de retourner les brise-glaces à l'arrière. Ensuite, le deuxième problème est le problème des glaces dans le bassin de la Prairie. Plusieurs années, surtout quand on a un hiver pas assez froid ou d'un froid pas assez soutenu, le bassin de la Prairie ne forme pas le couvert de glace. Alors, les glaces qui se forment là continuellement dérivent dans le port de Montréal, rencontrent un obstacle là, où la glace peut être empilée déjà de 10-15 pieds et grossit l'embâcle. Alors, le niveau de l'eau s'élève et on a des inondations. C'est arrivé, par exemple, l'an dernier où l'hiver a été très doux. Le bassin de la Prairie n'a pas gelé. Eh bien, M. Choquin, je vous remercie infiniment de ces quelques mots à propos de l'historique des brise-glaces. Merci. L'hélicoptère, obéissant aux directives du capitaine Lavoie, décolle pour aller reconnaître l'état des glaces que le passage du d'Iberville vient de détacher des bords du chenal. À son retour, il informera le commandant que d'énormes fragments dans le sillage du bateau menacent, par leur forme, leur taille et leur épaisseur, d'obstruer le libre passage des autres glaces et de former embâcle. Un tel état de choses rendrait nul le travail déjà accompli. Il faut dire aussi que certains de ces fragments massifs s'échouent littéralement dans le chenal, du fait qu'ils traînent sous leur masse une quantité énorme de fragiles, c'est-à-dire de glace de fond, déversée dans le chenal par les eaux turbulentes des rapides de la Chine. Cette glace de fond est comme la glace pulvérisée qui sert par exemple à la présentation d'une menthe frappée. Cette masse que le courant roule dans son lit étroit s'accumule jusqu'à venir se souder, pour ainsi dire, aux glaces de surface.
d'Iberville est revenu briser ces énormes galettes dont les fragments ensuite pourront s'écouler librement. Il est facile aux d'Iberville de faire volte-face dans le chenal exigu. Au contraire des bâtiments de commerce ou de plaisance, d'Iberville, au lieu d'une seule et puissante hélice dans l'axe du navire, en possède deux, une à bâbord et l'autre à tribord, et d'une puissance et d'une conception conformes à ses tâches. C'est ainsi qu'en faisant tourner une hélice en marche arrière et l'autre en marche avant, d'Iberville pivote littéralement sur lui-même dans le chenal et revient sur ses pas, zigzagant à l'attaque des galettes inquiétantes. L'étrave du d'Iberville est conçue de façon telle qu'elle n'attaque pas les glaces de front, comme on l'imaginerait. Au lieu de présenter une ligne verticale de la dunette à la quille, l'étrave se replie sous l'avant du bateau, décrivant une sorte de ligne fuyante qui chevauche la glace en coup de scie au moment du contact. Nous voyons clairement ce qui se produit. Elle attaque les gros morceaux de haut en bas et de l'avant vers l'arrière, fractionnant la glace. Elle l'aspire sous les flancs et la quille, exposant les morceaux ainsi happés à la torture que leur infligent ensuite les hélices de 21 tonnes qui les renvoient rageusement dans leur sillage. Cette opération s'appelle le débitage de la glace. Vous savez incidemment comment se forme la glace dans le Saint-Laurent? Eh bien, dès les premiers grands froids soutenus, quand la température de l'eau tombe finalement à 32 degrés, il se forme une croûte de glace dans les anses et les petites baies qui dentellent si gentiment les rives du fleuve. Mais le courant a vite raison de ces croûtes de glace. Il les soulève, les brise et les pousse devant lui. Il arrive alors qu'en certains endroits où les rives sont rapprochées, où le chenal est étroit, que ces glaces flottantes à la dérive s'accrochent, s'arrêtent et s'amoncellent. D'autres glaces viendront en amont s'aboutir aux glaces accumulées ou se glisser en dessous ou par-dessus pour former l'embâcle dont la masse, en s'étendant de toutes parts, recouvre finalement le fleuve de cette glace tenace qu'il faudra briser inlassablement tout au long de l'hiver. Et tout ça à partir d'une pauvre petite glace de dérive. Le pilotage est donc dans ce chenal étroit d'une importance capitale. À cet égard, voici un des deux pilotes du d'Iberville, le capitaine Joseph Latour. Capitaine Latour, je vais vous demander une question qui semblera peut-être très simple à prime abord. Qu'est-ce que c'est qu'un pilote exactement? Quelles sont vos fonctions? Oh, ben, les pilotes, les plus loin, c'est de piloter le bateau. Où est-ce que c'est qu'on doit aller? S'il faut briser de la glace, comme vous dites, on s'en va avec nos enlignements qu'on a, les lumières, au centre, et puis en partie, on monte ça, ça dépend de la qualité de la glace. Vous savez. Mais à ce temps-ci de l'année, par exemple, capitaine Latour, il n'y a pas de bouée pour vous guider. Comment pouvez-vous savoir que vous êtes dans le chenal? Oui, bien, c'est des enlignements qu'on a, des points qu'on se prend nous autres mêmes, vous savez, pour les bancs, vous savez. Premièrement, il y a les lumières, qu'on appelle les ranches au centre. Là. Et puis, si on veut emmener la largeur du chenal, c'est des points qu'on se prend, nous autres, pour les banques, d'un bout à l'autre de la couche qu'on est, où ce qu'on est. Oui, le banc, c'est la... Les banques, c'est les côtés du chenal, oui. Oui. Ça, et ça peut être imaginaire, comme à ce temps-ci de l'année, par exemple, il n'y a pas de bouée pour vous Non, guider. mais ça, c'est rien, c'est des points qu'on a, nous autres, à terre. Vous me donner un point à terre, par exemple, près d'ici? Ben là, je peux pas... Une église, par exemple? Oui, justement, mettons, j'aurais une cheminée avec une maison. Vous savez, comme on pourrait dire que c'est une maison de briques, avec le toit vert, quelque chose comme ça. Ben ça. On va marquer ça dans les livres que j'ai, vous savez, que... Et pour une telle bouée, aller à l'autre, vous savez. Et pour aller à la banque du Sud, on dit. Puis ça serait, mettons, qu'on va dire qu'on traverse pour aller à la banque du Nord, bien là, ça peut être un clocher d'église. Et puis avec une tank de quelque chose, tank à l'eau, si vous voulez, ça dépend. C'est jamais la même chose. D'autres fois, c'est des arbres qu'on a. Dans le cas qui nous occupe, capitaine Latour, aujourd'hui, par exemple, à bord du d'Iberville, le capitaine était à bord, il était le maître de son bateau. Mais qu'est-ce que vous faisiez, vous, en plus? Alors, ici même? Oui, à bord du bateau, d'Iberville? oui. Même si le capitaine y était, et vous, pilote, vous y étiez également. Alors, qui menait? Qui menait, parce que c'est juste le moment qui mène dans le temps, comme on vous dit, quand on brise la glace, oui. Et puis le capitaine, on va passer du quai, puis il va faire la manœuvre de son bateau, et puis là, on s'en va, il va me dire, bon, ben là, il est à vous. Et puis là, ben là, je m'en vais en direction où ce que je vais aller, c'est où briser la glace, où est-ce qu'on commence, ça dépend. Si on est à 1000, la place qu'on est à, le quai, ou si on est à 2000, là, on s'en va là.
continuer la coupe qu'on avait à l'aveugle. C'est le matin. Alors, on se fie à vous, c'est vous qui êtes, en somme, lorsqu'on est dans le chenal. Oui, oui, justement. Là, ça se trouve moi qui est là à ma direction, vous savez, le bateau, qui me donne les charges, on va dire, du bateau pour travailler avec, vous savez. D'accord. Nous voici maintenant à pied d'œuvre. C'est le gros travail qui nous attend. Le travail de patience et d'attrition qui s'accomplit à raison d'1 mille à 1,5 mille par jour. Encore faut-il que le temps soit favorable à la navigation. Le d'Iberville, à une allure de quelques 10 nœuds, s'approche du banc de glace solide qui s'étend sur toute la superficie du port de Montréal. C'est à coups de butoir répétés qu'il entamera, effritera cette masse réfractaire et s'y taillera un passage. Ces puissantes hélices, chacune actionnée par 5400 chevaux vapeur, le lancent irrésistiblement contre la glace. De son étrave, il brise les abords qui cèdent. Mais bientôt la résistance s'accroît. d'Iberville perd son élan et doit s'arrêter. Son étrave a écrasé sous son poids les glaces de cette première entaille de la journée. Quelques gros fragments se sont dressés contre ses flancs comme pour protester avec la dernière énergie. D'autres ont glissé sous sa carène bombée, résignés aux derniers outrages. Il faut maintenant reculer pour recommencer un autre coup de butoir. Le mouvement puissant des hélices en marche arrière fait bouillonner l'eau le long des flancs du d'Iberville et les libère de la glace et du frasile qui, happés par le déplacement d'eau, s'y étaient fortement collés. Reculer quand le coup de butoir a été donné à vitesse réduite est chose facile. Mais si le coup a été fort, d'Iberville risque de s'emprisonner dans un étau de glace que rend plus tenace encore la pression du frasile, des glaces de fond qui font ventouse, comme pour punir cet intrus de s'être montré aussi téméraire. Mais d'Iberville dispose de moyens puissants. Et on se rend compte jusqu'à quel point le génie et l'industrie des hommes a su trouver les moyens de combattre et de vaincre les forces naguère inaltérables de la nature. Nous assistons aux manœuvres de recul après une forte poussée. L'officier de quart transmet au télégraphe les ordres de marche arrière ou avant. Dans les entrailles du brise-glace, les commandements reçus par le télégraphe sont répétés et exécutés instantanément. De la marche avant, on passe à la marche arrière en une fraction d'instant. C'est dans le recul, après l'attaque, que l'on peut constater l'action torsionnaire de l'étrave inexorable du d'Iberville. Les gros fragments remontent le long des flancs du brise-glace et dans un lent mouvement qui ne manque pas de majesté, ces victimes du génie humain se tordent, se replient et se couchent tels de grands blessés dans la coupure que le retrait de d'Iberville laisse béante et que la prochaine poussée viendra élargir toujours davantage. Au moment de ces prises de vue, d'Iberville battait en brèche le champ de glace aux approches du cœur même du port de Montréal. Quelques jours encore, 2 ou 3, et la nature d'elle-même, comme l'as du combat inégal, abandonnera la partie et d'un coup de rein puissant, morcellera toute la glace qui la recouvre dans le port. Fragmentée, elle cédera au courant pour aller terminer son cycle de vie quelque part dans le golfe du Saint-Laurent. D'autres tâches l'attendent, comme nous le verrons dans quelques instants en causant avec le capitaine Lavoie, dont 17 années de sa vie ont été passées à bord des brise-glaces, les 3 dernières à bord de d'Iberville. Normalement, la d'Iberville est commandée par le capitaine Charles Caron. Mais celui-ci est retenu à l'hôpital, c'est donc son premier officier, M. Alfred Lavoie, qui devient capitaine intérimaire. Et pour parler d'un bateau, qui mieux que le capitaine, en l'occurrence, aujourd'hui le capitaine Lavoie, voulez-vous nous parler tout petit peu de l'organisation à bord du d'Iberville? Notre organisation consiste, on a 4 officiers sur le pont, puis 5 dans les machineries en bas. Ça, c'est notre équipage régulier en officier. En plus, on a les sous-officiers, puis tous les matelots, tout ça, qui nous fait un équipage environ de 70 à 75 personnes. Excepté que l'été, quand nous allons dans le Grand Nord, là, l'équipage augmente beaucoup. De combien à peu près? Nous emmenons d'abord nos débordeurs, puis on a des hommes supplémentaires pour le voyage qu'on a à faire. En plus de ça, vu qu'on est éloigné de tout
contact avec le monde. On a notre propre médecin avec nous autres, qui, une raison pour une autre, durant le voyage, si quelqu'un est malade, on a notre équipement de salle d'opération, on a le rayon X, on a le dentiste, on a notre petit hôpital. Ça fait que durant tout ce temps du voyage, ben, si quelque chose arrive, on est à la portée de la main pour tout. Avant de parler de ces grands voyages que vous faites, vous dites qu'il y a 175 à 100 débardeurs. Pourquoi des débardeurs à bord d'un brise-glace? Mais ceci consiste, durant notre voyage, en nous emmenant avec nous autres un cargo, puis un tanker. Parce que nous autres, personnellement, on n'est pas capable de tout prendre la marchandise qu'il y a à transporter. Et rendu à l'endroit principal de tout ça, quand tout le travail est fait, ces débardeurs-là, on a 75 d'eux autres, Oui. là, ils s'en reviennent en avion. Et là, nous autres, nous continuons notre voyage tout seul pour la dernière partie. Alors, avant de parler de ce voyage d'été, si on parlait un tout petit peu de ce que vous faites en hiver, d'abord, vous êtes un brise-glace, c'est évident, le travail, c'est briser la glace. Oui. Mais est-ce que vous êtes à Montréal exclusivement dans le Saint-Laurent, autour des quais? Bien, depuis que les d'Iberville marchent, il a été commissionné, employé continuellement pour maintenir le chenail ouvert entre Québec et Montréal. Ben, nous ne sommes pas seuls. On en a deux petits avec nous autres, le Ernest Lapointe et la Sorel. Nous autres, notre tâche principale consiste à ouvrir le chenail, le centre du chenail, le travail le plus dur, et les deux autres complètent le plus petit des côtés du chenail avec nous autres. Et cette saison-là d'hiver, de briser la glace, dure combien de temps, à peu près? D'à peu près 3 mois. Et quand nous avons fini, ici dans la rivière, nous allons casser le Saguenay, la rivière Saguenay. Puis habituellement, nous allons dans le golfe. À mesure que la glace descend, nous autres, on descend avec nous pour rester dans la glace. Quel est votre port d'attache? Et Québec. C'est Québec. Vous rayonnez à partir de là. Oui. Et venons-en maintenant à l'été. Alors, l'été, là, c'est tout un autre travail différent. Là, on a notre voyage. Il n'y a pas de glace quand même à ce moment-là. Non, au moment où on part d'ici, on n'a pas. Seulement que 4-5 jours après qu'on est parti, là, on commence à en rencontrer quand même. Quels sont les endroits, peut-être avant de parler du voyage en détail, il serait peut-être bon de situer les endroits où vous allez précisément. Oh oui, certainement, En été. avec plaisir. Nous partons d'abord de Montréal ici. Nous faisons escale à Québec. C'est là que nous embarquons tous les débordeurs, le surplus de personnel. Puis de là, on s'en va continuellement. Si on passe dans le détroit de Belle-Île, puis on monte tout le long aussi dans le détroit de Davis. Puis, le premier endroit que nous venons frapper, c'est ici, à Cornwallis Island. Et c'est toujours au Canada? Oui. Terre Baffin? Là, rendu à cet endroit, c'est là que nous rencontrons ici les Howe, le McLean, que tout le gros de notre travail est. Et quand ça est terminé, là, c'est là qu'on laisse tous les autres. Puis là, nous autres, on continue. Là, ici, tout ce bout-là, là, on le va tout seul. On monte jusqu'ici, en haut, Eureka, que nous appelons, à 600 000 du pôle Nord. Ça, c'est le dernier endroit qu'on fait. Puis, quand on descend, là, bien, qui arrive assez souvent, que c'est des choses qui viennent à mesure qu'on descend. Il y a beaucoup de stations sur la côte de Baffin. On est obligé d'arrêter à certains endroits. Les instructions nous sont données à mesure que l'ouvrage peut se présenter. Comme rentrer ici dans le détroit du Son, venir dans la baie, venir jusqu'à Churchill. Ça, c'est des choses qui est arrivées assez souvent. Et quand vous allez dans ces endroits-là, on vous donne des ordres d'aller à tel endroit, disons, dans la baie du Son. Est-ce que c'est pour ravitailler certains postes? Oui, notre travail, nous autres, consiste le ravitaillement pour les stations de météorologie, l'échange du personnel de cette station-là, ainsi que toute chose qui peut survenir, point de vue des gens qui peuvent être malades, qui auraient besoin du médecin, ou encore, il y a d'autres bateaux qui vont là, qui demandent assistance, des fois pour aller les aider dans des troubles, les conditions de glace sont dures. On a toutes nos stations de radar à servir. Vous parlez de radar, j'imagine que le bateau doit être équipé de radar. Ah oui, dans ce domaine-là, réellement, on est très bien équipés. Est-ce que ce serait à peu près le plus moderne des brise-glaces? Un des plus modernes, qu'on pourrait dire. On a 2 radars, on a 2 machines à sonder qui consistent à avoir la profondeur d'eau que nous avons sur nous autres continuellement. On a le Lorraine pour localiser la position du bateau à longue distance. On a le gyrocompas qui, pour nous autres, dans le Nord, est d'une grande utilité parce que le compas magnétique vient pratiquement tout à l'envers.
Les fournaises, par exemple, est-ce que c'est un peu spécial ou si c'est ce qu'on trouve à bord de... Non. Les fournaises, c'est ce qu'on trouve à bord de tout bateau, excepté qu'on n'a plus de pouvoir, on n'a plus qu'un autre ordinaire, parce que ça exige beaucoup dans le travail des glaces, ça demande beaucoup plus de pouvoir. Étant vu que vous devez monter sur des bancs de glace et revenir, est-ce que ça nécessite des hélices plus grosses, plus fortes ou plus d'hélices qu'en temps normal? Oh oui, le nombre d'hélices pour un brise-glace, c'est 2, actuellement. La seule affaire qu'il y a, c'est que nos hélices sont faites d'une qualité spéciale pour être capables de résister au coup. Mais quand nous allons dans le nord, c'est tout différent que dans la rivière ici l'hiver. La glace, au lieu de travailler pour la casser, quand on peut s'en éviter, on passe de côté. Merci beaucoup, capitaine. La vie à bord d'un brise-glace est un perpétuel recommencement jour après jour. Les 8 chaudières doivent être maintenues à pression maximum pour alimenter de leurs 48 feux les 10 800 chevaux vapeur qui actionnent les hélices monstrueuses. On avance et on recule et on avance. L'hélice bâbord tourne tant que ça peut en marche arrière et l'hélice tribord en fait autant en marche avant. Puis les rôles sont intervertis pour enfin s'accorder. d'Iberville, répondant à l'impulsion des hélices, tressaille de toute sa longueur, gronde sous nos pieds, se dégage des glaces, prend du champ 4 ou 5 longueurs de bateau, puis reprend l'assaut, la battue inexorable qui, petit à petit, a raison des forces inertes que l'hiver s'ingénie à dresser sur son passage. C'est un spectacle vraiment saisissant que de voir le d'Iberville au travail, vu du bastingage, de la passerelle ou des ponts, ou même de la glace, car notre caméraman a été descendu sur la glace pour prendre les images que voici. Cette lutte homérique de l'homme et de ses machines contre les forces vives de la nature revêt un caractère des plus impressionnants. Quand c'est fini, disait l'autre, ça recommence. Le travail d'un brise-glace n'est jamais fini tant que durent les temps froids, tant que soufflent les grands vents du lac Saint-Pierre. Le froid fomente sournoisement la formation des glaces de dérive. Le courant les brise et les met en mouvement. Le vent du lac Saint-Pierre les arrête dans leur fuite. Elles s'entassent, font embâcle et deviennent une sérieuse menace d'inondation. Prévenir cet état de choses, y remédier constamment, voilà la raison d'être, la mission du brise-glace d'Iberville et de ses frères dans le Saint-Laurent en amont de Trois-Rivières et de Sorel. L'homme, aujourd'hui, triomphe. Mais la nature implacable lui livrera l'année prochaine le même combat inlassable qu'elle n'abandonnera qu'en fin mars, et seulement lorsque le jeu des saisons aura raison de son âpre ténacité.